Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous présenter le travail de Grégoire Bouillet. Grégoire, vous avez publié 2 livres, euh, le dossier M, livre 1 et livre 2, l'un en septembre 2017, c'est bien ça, et l'autre en janvier 2018, 2 livres irrésumables et foisonnants comme le monde, 2 livres qui rompent avec les habituelles conventions romanesques et qui ne se soucient en rien ni de leur format, ni du genre dans lequel on pourrait les classer, 2 livres qui ne se nourrissent ni du mensonge romanesque, ni du narcissisme autofictif, 2 livres qui poursuivent le projet impossible de tout dire, on en reparlera, 2 livres qui commencent là où les autres finissent, une rupture amoureuse avec M, rencontrée en avril 2004, 2 livres portés, habités par un esprit d'enfance, dans lequel un chagrin très profond, très sincère, comme celui qu'éprouvent les enfants, peut être soudainement distrait par un souvenir, une pensée nouvelle, la vision de quelque chose d'incongru, ou la page 155 de Lolita de Nabokov. Ma première question est celle-ci. Laurence Stern, à qui vous me faites infiniment penser, je vous l'ai dit, je considère que Grégoire est notre Laurence Stern, vraiment, de notre siècle, ce qui est peu dire. Laurence Stern écrivait dans Vie et opinion de Tristram Shandy qu'après une rupture amoureuse, le bonheur était de pouvoir s'allonger seul en travers de son lit. Il me semble qu'il y a cette idée dans le dossier M, cette idée que la perte amoureuse, si elle est un chagrin, un tourment, une obsession, une nostalgie infinie, la nostalgie infinie d'une approbation totale à la vie, à la joie, comme vous le dites, à la souffrance de la joie, comme vous l'écrivez. Cette perte est aussi, et en même temps peut-être, une libération, et une libération de la pensée, laquelle est dans vos livres très libre, très agile et jaillissante. Est-ce que je me trompe sur la libération, sur la perte amoureuse qui aussi entraîne peut-être une libération de l'esprit, peut-être. Waouh. Non. Si, évidemment, si. Mais il faudrait arriver à être plus... Je ne connais pas Lydie. Mais quand on lit les livres, il y a des affinités, il y a des communautés qui se tissent. On peut avoir le sentiment que on réprouve ceci, on est contre ça, etc. Mais dans le fond, ce qui nous unit, voire nous désunit, c'est pourquoi est-on? Que défend-on? Et les livres de Lydie, je crois, et c'est pour ça qu'elle me fait je ne sais pas comment on dit, l'honneur, l'amitié, la grâce de m'inviter ici, c'est qu'elle est pour la vie. Quiconque a lu Hymne, par exemple, sait qu'elle est pour la vie. Il ne s'agit pas d'être contre la mort seulement, ou de repérer la mort ici et là. On s'en fout. Je pense que si on fait un sondage, qui aime cette société? Personne. Donc nous sommes tous d'accord, personne n'aime cette société. Mais pourquoi est-on et que défend-on? Alors là, on va commencer à discuter, parce qu'on ne va pas être d'accord du tout. Et il y a des auteurs, et Lydie en fait partie, qui est pour quelque chose de, comme elle le dit, qui est à la fois enfantin, mais cette lucidité de l'enfance que seuls les adultes peuvent avoir. Certains adultes, en tous les cas. Et qui est du côté du bien de la vie. Et cette approbation de la vie qui va jusque dans la mort, comme disait Bataille, en tous les cas jusque dans la douleur amoureuse, etc. Bon. J'arrête de faire le péteux. Sur l'histoire du dépit amoureux et tout ça, en fait, il y a quelque chose de... Le livre est en deux volumes, ce n'est qu'un seul livre. Le premier livre raconte l'histoire de M, et le sentiment amoureux sans aucun cynisme. Et je pense que
combattre le cynisme aujourd'hui et l'intégrer dans un livre, arriver à avoir cette franchise avec son sujet sans être dans un deuxième, troisième, énième degré qui ferait qu'on serait super malin par rapport à son sujet, ça ne va pas. Il y a quelque chose, il faut être juste dans la franchise de son sujet, et notamment de cette histoire d'amour, qui est une histoire pas du tout inventée, que j'ai vécue, qui est l'une des plus importantes de ma vie. L'histoire se termine mal, pourtant c'est pas forcé, hein. Enfin, je sais bien qu'il y a une logique qui veut que l'histoire d'amour finisse mal, mais quand on démarre, on n'a pas du tout... bref. Et le livre 2 raconte le chagrin et la forme que prend ce chagrin. Et alors, j'ai juste envie de dire à Lydie qu'elle a absolument raison. Le malheur, c'est un livre qui travaille beaucoup les représentations communes. Donc, une histoire d'amour, le narrateur est malheureux. Super, il est malheureux, tout le monde sait ce que c'est que le malheur. Mais le malheur, c'est quoi? C'est juste qu'on est incroyablement libéré. C'est ça qui est incroyable. Je ne parle pas de la douleur. La douleur, c'est autre chose. Mais le malheur, être dans le chagrin, il y a la première vague du chagrin qui vous assomme, et puis la deuxième qui vous désinhibe. Et quand vous êtes malheureux, vous ne faites jamais autant de choses. Quand vous êtes heureux, vous êtes incroyablement contraint par le bonheur, par l'autre, par l'attention, par la peur, par énormément de choses. Mais quand vous êtes malheureux, en fait, c'est génial. Vous pouvez vous autoriser énormément de trucs parce que le malheur est l'alibi parfait. Et d'ailleurs, il suffit de voir, quand vous rompez avec quelqu'un, c'est incroyable les libertés que la personne quittée prend. C'est incroyable. Donc ça veut dire quelque chose. C'est comme si même énormément d'histoires d'amour commençaient avec le projet implicite que vivement qu'on se libère de l'oppression amoureuse pour pouvoir être enfin libre et donner la pleine mesure de son être. Bon. Et on peut déshonorer le malheur sans doute et ne pas être à sa hauteur. On peut le maltraiter, ce malheur, plutôt que d'en faire l'ouverture à tous les possibles, comme vous le dites. On peut très bien le saborder, me semble-t-il aussi. Mais ce que vous ne faites pas, non, parce il y a un respect de la grandeur du malheur. Je ne sais pas comment le dire pour pas choquer. Non, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant dans... Moi j'ai un rapport existentiel à la littérature. Je n'ai pas un rapport littéraire. Évidemment, je peux discerner la qualité littéraire de tel ou tel texte, mais ce qui m'importe, c'est est-ce que ce livre fait quelque chose, me fait quelque chose, et quelque chose dont je vais pouvoir avoir un usage quelconque dans ma vie. Ça peut être une phrase. Il suffit qu'une phrase dans un livre me reste pour qu'il y ait un lien existentiel entre moi et ce livre, et même si le livre, je l'ai oublié, parce qu'en fait, je pense qu'on oublie les livres, on oublie leur histoire, on se rappelle un truc ou deux qui... Putain, c'est insupportable ce son. C'est dur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les micros, monsieur? Ça résonne fort. Plus fort. Il faut parler plus fort, plus près. Mais ça résonne encore plus. Bref. Bon, on va essayer de continuer. Allô, allô. Ah, mais voilà. C'est mieux. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est oui, mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, merci. Merci. Donc, la chose qui était importante dans cette histoire qui a eu lieu, qui s'est terminée tragiquement, d'autant plus tragiquement qu'il y a quelqu'un qui se suicide à la fin, qui n'a rien à voir avec l'histoire de M, qui est la femme du livre, c'était d'être en prise directe avec les sentiments au moment où ils existent. Alors bien sûr, il y a un travail de reconstruction, mais en fait, quand j'écrivais, je replongeais quasiment corps et âme dans les moments que j'avais vécus et dans les sensations qui étaient les miennes. Et c'était ça que j'ai essayé de traduire au plus près et de mettre en mots, parce que c'est ça qui était le plus précieux, c'était qu'est-ce qui a été vécu, que ce soit en termes de sensations, mais aussi en termes de réflexion ou en termes de pensée, parce qu'il nous arrive tous énormément de choses dans nos vies auxquelles... et seule la littérature, en tous les cas l'écrit, permet de rendre compte de ce qui a eu lieu et de ce que nous avons vécu. Et ça, c'est absolument
fascinant comme exercice, parce que l'histoire qui a eu lieu dans la vie, elle n'existe que lorsqu'elle a été écrite. Elle ne se termine que lorsqu'elle a été écrite. Tant qu'elle n'est pas écrite, l'histoire continue de vivre sa vie, mais comme un mort qui n'aurait pas été enterré. Ça devient un fantôme qui nous hante, qui continue de nous hanter. Et l'écrire, c'est l'enterrer avec les honneurs. Et donc, on ne peut pas tricher sur la tombe d'un mort. On ne peut pas faire le con, on ne peut pas faire le pitre. Il faut être honnête avec ça. Et ce sentiment d'honnêteté était vraiment l'engagement même du récit et de l'écriture. Vous disiez à l'instant que écrire les choses comme dans leur surgissement, comme elles viennent. Vous pratiquez magnifiquement l'art de la digression. Vous évoquez un geste de M qui vous fait penser à un film, qui vous renvoie à Hannah Arendt, qui vous renvoie à un souvenir, qui vous renvoie à autre chose infiniment. La digression qui est peut-être l'une des meilleures façons d'exprimer la pensée vivante, en mouvement, la pensée dans ses méandres, dans son surgissement, dans ses vagabondages, dans la conscience de ses effets, qui traverse l'esprit, comme on le dit, au débeauté, c'est vous qui le dites, ou qui avance par prime saut, qui est un mot qui vous enchante et vous nous direz pourquoi. Dans l'usage antique qu'en faisait Quintilien, je suis allée chercher loin. C'était le moment de citer Quintilien. Qui a écrit sur l'art oratoire, je me suis renseignée. La digression, dit-il, était une stratégie, je bégaye à chaque mot, excusez-moi, aujourd'hui, c'est la fatigue. Il s'agissait, en effet, pour un auteur ou un orateur, de s'éloigner du but principal, du projet principal, pour y revenir avec encore plus de force. C'était ça, la stratégie de la digression. Et vous citez vous-même Machiavel, qui, dans ses histoires florentines, disait, je vous cite, « On obtient souvent plus vite, à moins de frais et de périls, les choses que l'on désire en paraissant s'en désintéresser, quand les brigands obstinément par la force. » Est-ce que chez vous, cet art de la digression, cet art de vous écarter du sujet M pour à chaque fois le retrouver avec plus de passion, d'intensité peut-être, est-ce une pratique volontaire, décidée, stratégique, ou est-ce qu'elle s'impose à vous, ou les deux, ou pas, ou ni aucune des deux? Je me suis fait comprendre. Ah oui, très bien. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Ce livre a été une aventure d'écriture, totalement. Le livre fait 1800 pages à l'arrivée, ce qui fait 4 millions de signes, et ça n'a pas été prémédité. D'accord. Mais pas une seule seconde. Ok. Alors, ce qui est vrai, c'est que cette histoire était très importante pour moi, et je voulais faire un livre important. Alors, ça a donné un livre imposant. C'est peut-être un lien, mais en tous les cas, je ne voulais pas que ce soit un petit livre. Ça, c'est sûr. J'avais envie de tout embrasser. Après, les choses se sont faites comme ça. J'avais le point de départ, qui était le suicide de Julien, qui est lié à l'histoire de M. Et il fallait que c'est une sorte de thriller aussi. C'est-à-dire oui. Et un paragraphe m'amenait à une autre exactement comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quelque chose arrivait au moment où j'écrivais. C'est-à-dire que j'écrivais une phrase qui en amenait une autre, qui en amenait une troisième, et la quatrième était très loin de là où je voulais aller au départ. Et en fait, si le livre est vivant, et j'espère qu'il l'est, en tous les cas, c'est mon intention. Ah oui, ça je vous le garantis. C'est exactement comme les musiciens de free jazz. Oui. C'est-à-dire qu'un musicien de free jazz, il a son thème, certainement. Ils savent que ça va être en 4-2 ou en 6-3, etc. Mais pour le reste, ils ne savent pas à l'avance ce qu'ils vont jouer. Ils savent qu'ils vont faire une variation sur, je sais pas, un thème de Monk, peu importe. Et en fait, ce qui est très intéressant dans l'improvisation, c'est que c'est le contraire de la littérature écrite, parce que les musiciens ne jouent pas une partition, ils ne jouent pas quelque chose qui est écrit à l'avance, où ils savent que là, ils vont faire 17 mesures de ça, après il y a le pont, après il y a ça, etc. Là, il faut se jeter dans la musique. Et, ça va être et donc, ça demande à être incroyablement attentif à ce que l'on écrit. C'est-à-dire que chaque mot
devient une note, et quand le musicien joue, il faut qu'il fasse attention à la note qu'il vient de jouer, à ce que joue le bassiste, à ce que joue le batteur, et il faut qu'il ait tout ça en tête et qu'il soit incroyablement concentré, beaucoup plus que lorsque vous faites du coloriage, comme quand même pas mal de livres sont des espèces de coloriage. Le plan a été bien écrit à l'avance, bien établi, et ça roule bien, et ça peut être très bien, et c'est la différence entre les Beatles, on peut aimer les Beatles parce que c'est super bien foutu, n'empêche que les émotions, les vraies émotions, c'est quand on entend, je sais pas, Archie Shepp ou John Coltrane, pour moi en tous les cas. Donc le livre a été écrit exactement, et c'est pour ça que c'est une musique vivante, parce qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a le support. Et on ne se rend pas compte à quel point le support contraint le contenu. La musique populaire a été complètement bouleversée par les ingénieurs de Sony le jour où ils ont sorti le 30 cm. Avant, il n'y avait pas de possibilité d'écouter 25 minutes de musique. On croit que ce sont, je sais pas, les Pink Floyd qui ont révolutionné la musique populaire, mais c'est faux. C'est d'abord les ingénieurs de Sony qui ont permis à Pink Floyd d'exister. Et c'est très intéressant. Et moi, je ne me suis pas intéressé au format du livre. J'ai dit, j'ai une histoire à raconter et on verra le format après. Moi, et en concert, mais si les musiciens s'entendent bien et qu'ils sont dans une espèce d'euphorie et qu'ils ont quelque chose à dire, mais s'ils veulent durer 3/4 d'heure, 1 heure sur un morceau, ils peuvent le faire. Ils ne sont pas embêtés. Et ben moi, j'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit vraiment dans cette idée-là de l'histoire. C'est l'histoire qui a guidé l'écriture en permanence parce que j'étais attentif à ce que j'écrivais et que je n'avais pas un plan. Je vais juste préciser, il y a une très... Je cite une lettre de Tchekhov à son éditeur, qui est une très belle lettre, où il proteste auprès de son éditeur en disant mais le médecin, quand il accouche, moi j'aurais adoré vraiment raconter ses émotions, et puis ses gestes, et puis rentrer dans la finesse des détails, et puis après, quand il va fumer une cigarette, quand la femme va fumer une cigarette dehors, j'aurais aimé raconter la neige, la montagne, etc. Mais pour des raisons de format, de délai, donc pour des raisons économiques, je ne le fais pas. Et il est très frustré de ça. Ça veut dire que tout ce que nous lisons, en fait, se conforme à un format, quasiment. Et là, c'était très rigolo de dire, mais le format, il ne va pas préexister au livre, on verra après dans quel format le livre entrera. Il se trouve que j'ai eu la chance de tomber sur une éditrice, Flammarion, qui a tout pris en bloc, qui a dit, mais il n'y a aucun problème, ce livre, patati patata. Mais penser les choses comme ça, donc penser hors format, c'est extrêmement... c'est là où le livre gagne des degrés de liberté, c'est-à-dire qu'il s'autorise, il y a un roman photo, il y a des mots croisés, si j'avais pensé en termes de format, tout ceci n'aurait pas eu lieu. Le livre, je termine, pardon, je suis un peu long, mais je termine aussi dans le... Prends tout ton temps, mais vraiment. Il y a souvent la question de savoir, donc vous allez vouloir lire un roman, ou une autofiction, ou une exofiction, et tout ça. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, mais j'en ai rien à fiche de savoir si c'est un roman, une autofiction. J'ai une histoire à raconter. Une histoire qui a existé dans la vraie vie, parce que cette histoire était plus grande que moi, et c'est un petit peu comme peindre... c'est pas la même chose de peindre sur un format raisin ou de peindre un tableau qui fait 4 fois votre taille. Quand il fait 4 fois votre taille, là, ça demande un engagement un petit peu... Voilà. Et se poser la question de savoir si j'allais écrire une exofiction, une autofiction, une autobiographie, etc. Ce sont des problématiques qui sont certainement très intéressantes pour les journalistes, pour les libraires, pour classer, pour les universitaires, mais pas pour mon histoire. Mon histoire, elle n'en a rien à faire. Elle veut juste être écrite. Elle veut juste que ce soit un livre. Et que ce livre existe dans un genre ou un autre, ce n'était pas le problème. Et ce qui était très intéressant, c'était de... Le titre m'est arrivé assez vite, le dossier M. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand vous écrivez un roman, vous êtes assigné, ça assigne l'écriture à un endroit, à l'endroit du roman. Vous allez écrire des personnages. Et ça pose un problème, en fait, sur la liberté même du récit et du propos que vous avez à tenir. Et moi, quand j'ai compris que j'écrivais un dossier, j'ai commencé à comprendre que les digressions dont Lydie parle, en fait, c'était des pierres que je versais au dossier. Et donc, le dossier m'a assigné à cet endroit d'écriture où je pouvais verser des pièces au dossier. Si ça avait été un roman, je n'aurais jamais versé des pièces au roman, évidemment.
C'est dans ce sens-là que je dis que moi, quand j'écris, j'ai un peu conscience de tout ça, du livre. Je vais terminer, pardon, excuse-moi, je vais terminer là-dessus. Tout le monde sait que Cézanne, quand il peint des pommes, tout le monde sait que le sujet des tableaux de Cézanne, ce ne sont pas les pommes. Le sujet, c'est la peinture. C'est juste une évidence. Il ne peint pas des pommes. Les pommes sont juste le moyen pour lui de peindre la peinture. Et exactement dans le même registre, pour moi, j'écris l'histoire de M, j'écris le suicide de Julien, comme je peux, mais le vrai sujet, c'est le livre. Et dans ce sens-là, je rejoins Laurence Stern. C'est-à-dire que le sujet, c'est le livre. Il ne faut pas perdre ça de vue. Le sujet, c'est le livre. La seule différence avec Cézanne, c'est que je raconte une histoire qui est très importante pour moi, une histoire d'amour qui m'a vraiment mis sur le cul et un peu brisé, on va dire, avec la mort de quelqu'un en plus. Donc les pommes, je suis très impliqué dans les pommes que je raconte, très très impliqué. Mais quand même, le sujet, c'est le livre. Voilà, j'aimerais juste qu'on pense à ça et qu'on ne pense pas juste au contenu. Sur le tout dire, après les confessions de Rousseau, où il disait tout, après Sade, dont le projet philosophique est de tout dire, après les écrivains du 19e qui écrivent leurs journaux intimes, Constance, Stendhal, Amiel, qui essaie de tout dire, après les avant-gardes modernistes, qui elles aussi veulent tout dire et surtout ce qu'on leur interdit de dire, vous entreprenez à votre tour le projet de tout dire du plus intime et vous faites apparaître ceci, me semble-t-il, c'est qu'au fur et à mesure que tout se dit, tout reste à dire. Que le secret des âmes secrètes, toujours plus de secrets, que toujours il échappe, qu'il est toujours fuyant, etc. Il me semble donc, je vais essayer de le dire simplement, mais c'est compliqué, en déplaçant comme vous le faites les limites du dissible. Vous nous faites apparaître qu'il reste toujours de l'indicible, de l'opaque que vous essayez d'attraper, de l'incompréhensible, et que cet indicible, cet opaque, cet incompréhensible sont consubstantiels peut-être du langage. Est-ce que sur ce tout dire et cette machine qui ne s'épuise au fond peut-être jamais, quoique vos livres ont une fin, elles ont une fin. Et la fin, elle est dans le deuxième. Mais c'est une fin qui... Est-ce que c'est une fin? Mais bon, vous allez nous dire. Non, évidemment, moi j'écris avec toutes les sensations que j'ai dans la vie. Et alors, le nombre de cachotteries, non mais c'est insensé. Et ce qui est encore plus insensé, c'est que lorsqu'on découvre ce qui était la nature de la cachotterie, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Mais tu n'as rien épuisé en disant ça. Donc on a un peu tendance à surestimer les choses que l'on imagine être de secrets ou des cachotteries, en fait parce qu'on en a honte, ou parce qu'on se sent coupable, ou parce que la société ou notre entourage ne veulent pas entendre. Mais quand on regarde la nature même des secrets, ils sont d'une banalité incroyable. Le secret, il est bien au-delà de ça. Et c'est le secret de quoi? C'est le secret de qu'est-ce que l'on fait sur Terre, comment vivre dans un monde mauvais, il faudrait peut-être plutôt dire une société mauvaise d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait avec soi-même, avec les autres, avec l'amour, avec d'où l'on vient. Moi j'ai bien aimé dans le livre parce que le livre essaye de briser... Enfin, il y a beaucoup de choses que moi, je ne veux pas faire. Lesquelles? Par exemple, représenter. Par exemple, le suicide de Julien. C'est un très bon exemple qui ouvre le livre. Je savais que le livre devait commencer par le suicide de Julien. Je vais le dire très rapidement. Il se suicide parce que j'ai couché avec sa femme et l'apprenant, il se suicide une semaine plus tard. Ouf, c'est dit. C'était extrêmement compliqué de parler de ça. Je suis impliqué, responsable, pas totalement, mais quand même, je suis l'élément au moins déclencheur. Et je vais faire quoi?
Et un jour, je rencontre quelqu'un, et c'est dans le livre, évidemment, qui me dit « Ah, j'ai vu un super film... non, j'ai vu un film un documentaire sur les gens qui ont été irradiés à Tchernobyl, et c'était un super film. Enfin, c'était un très beau film, c'était très émouvant. Et moi, j'ai pensé, c'est ça qui ne va pas. Des gens se font irradier, et à la fin, on dit que c'est un beau film. Et là, il y a un problème. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème éthique, de fond. Et j'ai écrit à partir de ce sentiment éthique qui fait que ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas écrire une phrase sur le suicide de Julien et à la fin, quelqu'un dirait c'est très émouvant. C'est sordide, c'est obscène. Donc c'est un rapport éthique et pour moi, la littérature est profondément imbriquée dans un rapport éthique au monde et à ce que l'on écrit. Donc, je ne savais pas et j'ai longtemps buté sur cette impossibilité d'en parler sans que ce soit dégueulasse. Tout simplement dégueulasse, obscène. Et pourtant, ça aurait pu faire des belles pages. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, il y a eu de l'indicible. Voilà. Là, enfin, alors, c'est pas tant de... Oui, c'est un indicible. Je ne peux pas représenter quelque chose qui m'échappe et en plus dont je suis un peu coupable. Du coup, il s'est trouvé que réfléchissant à comment faire, je me suis quand même posé la question de savoir comment est-ce que techniquement Julien s'était pendu avec la ceinture de son pantalon à une poignée de fenêtre. Et un soir, j'étais seul chez moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait techniquement pour se pendre ? Je sais bien que c'est une idée bizarre, mais du coup, j'ai essayé. J'ai pris ma ceinture de pantalon, et puis j'ai essayé de me pendre. Ça a donné ce que ça a donné, je suis toujours là, Dieu merci. Mais en tous les cas, ça, je pouvais le raconter. Ça, je pouvais prendre sur moi. Moi, je peux prendre les choses sur moi. Éthiquement, tu pouvais. Éthiquement, je pouvais. Et par contre-coup, on comprenait l'importance du suicide de Julien, mais je ne le volais pas, je ne le dépossédais pas, je ne me mettais pas à sa place, je n'en faisais pas une belle page de littérature. Je racontais quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus sincère, en définitive, qui était, voilà ce qui se passe quand on se pend. Et moi, je peux raconter, je peux tout prendre sur moi. C'est beaucoup plus facile de les prendre sur moi parce qu'au moins, je sais de quoi je parle. Au moins, je sais de quoi je parle. Et pour moi, c'est fondamental. C'est pour ça que moi, je n'écris pas de roman, parce que ça ne m'intéresse pas, le roman. Je veux dire, il prit sa veste et il tourna à gauche. Pourquoi il ne tournerait pas à droite plutôt ? Enfin, moi, tout de suite, je suis perdu si je commence à imaginer. Par contre, si je décris quelque chose dont j'ai été le témoin, et je sais qu'il a pris à gauche ou à droite, je suis absolument libéré de cette histoire-là, et je peux dire à gauche. Et je peux même me poser la question de savoir pourquoi il a tourné à gauche, et c'était quoi la rue, et tout ça. Et ça, je peux le raconter. Je peux prendre les choses sur moi. Ça me fait penser, Grégoire, à ces écrivains qui sont nombreux, qui écrivent confortablement sur les malheureux syriens, etc. C'est insupportable. Éthiquement, c'est éthique, c'est politique. C'est honteux. Si l'idée, c'est que nous, on ait des représentations qui nous sauvent de notre quotidien, c'est affreux pour eux et c'est affreux pour nous. C'est mon sentiment. Alors que avoir l'expérience vécue, il y a une phrase de Guy Debord, citons le pauvre Ernest, qui dit « Tout le réel du vécu s'éloigne dans une représentation ». Et donc c'est dans ce sens-là que je disais que moi, il y a des choses que je ne veux pas faire. Je vais essayer de ne pas représenter, je vais essayer de faire sentir, je vais essayer de faire comprendre, je vais essayer de mettre des mots là-dessus sur une expérience vécue, mais je ne vais pas essayer de la représenter. Et les digressions sont là pour essayer de les faire comprendre et pas simplement se contenter d'une image ou d'un joli mot ou d'une belle phrase, parce qu'il s'agit que ce soit un peu plus sincère, un peu plus réel, un peu plus vivant. Et je pense que tout le monde comprend beaucoup mieux, parce que sinon on est dans un ordre un peu fictif. Et la littérature est très bonne pour ça, c'est-à-dire elle fabrique un ordre super fictif sur lequel nous sommes tous d'accord sur les représentations, mais en fait c'est un lien qui est fictif et qui est factice. Et ce lien factice, en fait, moi, c'est pour ça que la plupart des livres, il y a beaucoup de livres qui me tombent des mains, parce que je vois ce que l'on essaye de me faire prendre pour réel alors que c'est purement factice. Et le dossier est une tentative de dépasser, si possible, ce problème de la représentation pour arriver à un propos beaucoup plus réel et beaucoup plus en phase avec la réalité de ce qui est vécu. Une question de variété. Juste sur le Primso. Vas-y. Le Primso. Oui, le On Primso. avait dit qu'on ferait l'éloge du Primso. Ouais. Alors, moi, évidemment, j'ai une
parmi les premiers livres que j'ai lus, c'était Les Mémoires d'un âne. Je crois que le tout premier, ça devait être Oui, oui, la voiture jaune, un truc comme ça. Et en fait, c'est super important parce que le début de la littérature, du sentiment de la littérature, il vient de là. Bob Moran, Les Trois Mousquetaires, évidemment. Et puis Arsène Lupin. Et Arsène Lupin, c'est grandiose. Alors, on peut faire toute la critique et tout ça, mais quand même, L'Aiguille creuse, c'est un livre magnifique. C'est un livre magnifique parce que vous avez quoi? Vous avez un auteur français qui a un héros, Arsène Lupin, et il se confronte dans L'Aiguille creuse à Herlock Sholmès, qui est donc Sherlock Holmes, qui est son grand rival littéraire, et à l'élève Beautrelet, qui est Rouletabille. Alors, il faut imaginer aujourd'hui un écrivain qui mettrait en scène ces deux rivaux du moment, qui les mettrait en scène, et à la fin, il y aurait une scène où il y aurait Herlock Sholmès, Beautrelet, donc Sherlock Holmes, Rouletabille et Arsène Lupin leur expliquant pourquoi il est plus fort qu'eux, pourquoi il est lui Arsène Lupin et que eux ne sont que Herlock Sholmès, etc. Et il a cette phrase, et Maurice Leblanc a cette phrase absolument incroyable, que avec son arrogance typiquement française, jette au visage. Ce qui me distingue de vous, c'est que moi, j'ai le Primso. Et moi, je lis ça à 14 ans, et je dis, mais c'est quoi le Primso? C'est ça le secret d'Arsène Lupin. Il a le Primso. Sherlock Holmes, il a la minutie et la raison. Magnifique. Beautrelet, Rouletabille, il a l'audace de la jeunesse et le courage de la jeunesse. Mais Arsène Lupin, il a un truc en plus. Il a le Primso. Et alors, le Primso, ça veut dire juste le premier mouvement et tout ça. Mais en fait, c'est un rapport éthique au monde. C'est un rapport d'audace joyeuse au monde. Et avec ça, on peut construire quelque chose de sa vie et dans... Faut finir? Faut arrêter? Non, pardon, non, je demande l'heure jusqu'à quand nous... 3 quarts d'heure, ok. On a encore 3 quarts d'heure. Ah, ça dure 3 quarts d'heure. Oula. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Oula. Enfin, retenez le mot Primso et voilà. Alors, c'est important. Alors, on a 3 quarts d'heure, on a dépassé 3 quarts d'heure déjà. C'est ça, Céline? Non? Ça va? D'accord. Alors, la fameuse question de variété qui va vous agacer. Mais je pense que vous pouvez y répondre de façon très singulière. Freud désignait du nom de roman familial le récit que lui faisaient ses patients de leur famille et de même dans leur famille. En usant le mot roman familial, il signifiait par là qu'il n'y avait aucune étanchéité entre la réalité et la fiction et que toute vie était romanesque. Il me semble que vous aussi, vous contestez, enfin, j'ai cru comprendre que vous contestiez cette partition habituelle que l'on fait entre la réalité et la fiction et que chez vous, l'étanchéité n'est pas tout à fait efficace. Alors, non, mais c'est fondamental ce que dit Lydie. Vous avez bien conscience que là, on est en pleine fiction. C'est un théâtre. Nous sommes sur scène, vous êtes là, donc c'est de l'ordre de la fiction. Le capitalisme est une fiction, c'est un récit où on nous dit que il faut qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup pour que d'autres puissent vivre. C'est un récit, c'est ni plus ni moins qu'un récit. Donc on vit dans la fiction. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En revanche, et c'est ça mon émotion personnelle, c'est qu'il se passe des choses dans la réalité, qui est, je vais le dire autrement, la réalité a incroyablement d'imagination. Elle a beaucoup plus d'imagination que nous, que moi en tous les cas. Moi, je suis pauvre en imagination. Le coup de boule de Zidane. Non, mais il n'y a pas un scénariste qui aurait pu écrire ça. C'est juste, on lui aurait dit, non, mais n'importe quoi. Donc, il y a une imagination de la réalité qui est la somme de toutes les imaginations qui la composent, c'est-à-dire les nôtres, augmentée de la sienne propre. L'imagination, la réalité a une imagination à elle. Dans le livre, je raconte, au moment où l'histoire d'amour entre M et moi devrait enfin advenir, M m'envoyant des SMS où elle me dit de venir la retrouver enfin.
ces SMS ne m'arrivent pas. Ils m'arrivent 18 heures plus tard. Et là, il faut le faire, quoi. Là, il faut vraiment que l'imagination, elle est vraiment retorse. Parce que moi, ma vie, la vie de M aussi, le livre n'existerait pas. Tout a été changé à cause de quoi? D'un problème, d'un dysfonctionnement technique. Et ça, mais pourquoi ces SMS-là à tel moment? Pourquoi cela en particulier? Et c'est là où on peut aussi regarder sa vie comme une incroyable fiction que la littérature peut combattre, justement parce qu'elle est le lieu où on peut dire le réel de la fiction. Elle n'est pas le lieu où on invente des fictions qui sont de toute façon bien pauvres par rapport à la fiction du monde ou à la fiction de la réalité, mais elle est le lieu où on peut dire, on peut d'abord dire la fiction du monde et la dévoiler en tant que fiction, et ensuite essayer d'attraper le réel qui se trouve au cœur de cette fiction. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Enfin, moi, je me crois beaucoup plus réel que Le Monde, par exemple. Une dernière question à Grégoire avant les questions publiques. Vous avez passé de longues années à écrire le dossier M, livre 1, livre 2. Bernanos disait qu'écrire lui harassait l'âme. Est-ce que vous en ressortez l'âme harassée ou au contraire avec déjà des projets, et peut-être lesquels? Moi, je travaille pour gagner un salaire. Hein. Je ne dis pas gagner ma vie, gagner un salaire. Donc, je fais mes 8 heures par jour. Alors, si une fois que j'ai fait mes 8 heures par jour, et si une fois que je me suis occupé de ma fille, et si une fois que j'ai consacré un temps non mesurable à ma vie privée, j'ai encore envie de m'asseoir à ma table et d'écrire entre minuit et 2, 3 heures, 4 heures du matin, en sachant que je vais avoir... une sale gueule le lendemain au boulot et que ça va recommencer. Je me dis que ça doit avoir une signification. Je me dis que ça veut dire une nécessité. Ça traduit une nécessité. Cette nécessité-là justifie, enfin il y a une phrase comme ça dans le dossier qui dit « Tant que j'écris, je ne peux pas mourir, on ne l'autorisera pas ». C'est juste pas possible. Je me sentais justifié, j'avais quelque chose à faire sur Terre, qui était raconter cette histoire, l'honorer comme il fallait qu'elle soit honorée, que le monde entier sache ce qui s'était passé, parce qu'il n'y a rien de plus affreux que des gens qui meurent et qui ne laissent rien derrière eux, pour moi en tous les cas. Je vous renvoie à Pas pleurer, par exemple. Enfin, il y a des hommages qu'on doit faire. Voilà. Et moi, ce livre, il fallait que je l'écrive, et donc, pendant 5 ans, ça m'a pris 5 ans, j'étais sûr que je ne pouvais pas mourir. Et depuis qu'il est terminé, le problème que je peux avoir, c'est que je ne suis plus justifié, puisque je n'ai plus cette mission à faire sur Terre. Donc c'est un peu au-delà du sentiment de vide, ou de... C'est juste, maintenant, je peux mourir. Enfin, voilà, chaque moment. Est-ce que dans le public, il y a des questions, des commentaires, des remarques que vous aimeriez faire à Grégoire? Je propose qu'on passe à la deuxième question tout de suite, parce que la première est toujours difficile à poser. Donc la deuxième question, s'il y en a. Non? Personne n'a? Oui? Ah, merci. Non, mais merci. Merci. Au moins une. Oui, évidemment, c'est exprès. C'est-à-dire que le livre n'arrête pas de décliner. Évidemment, c'est l'initiale du prénom du personnage féminin. Mais ce M embrasse tout. C'est-à-dire que M comme mirobolant, M comme marmelade, M comme ta mère, M comme... Enfin, c'est devenu l'emblème de quelque chose. Beaucoup plus que simplement décrire un personnage par son initiale. C'est devenu l'initiale du monde, en fait. Parce que tout pouvait rentrer à partir de là. Donc, sur le liste, enfin voilà. Et la chose revient dans le livre, M comme, voilà. Tout le long. Mais il faut le lire, il faut vraiment le lire, peut-être plus que de le commenter. Il faut le lire, vraiment. En plus, c'est drôle.
Oui, j'ai oublié de dire que parfois c'est même hilarant. Parfois c'est hilarant. Et c'est d'une liberté rare, vraiment rare. Vraiment. C'est une merveille, voilà le mot. Vraiment. Une autre question peut-être? Allez, une petite. On s'arrête à 3. Une petite toune. Ah, vous avez un petit peu merci. répondu déjà en disant que vous avez mis 5 ans à l'écrire. Mais tout en vous écoutant, j'ai toujours pensé ça. Je me disais, est-ce que ce livre a été écrit dans la foulée, dans l'urgence, ou alors à distance? Vous avez commencé à l'écrire assez vite et vous avez mis 5 ans, ou alors il vous a fallu un temps de pause? Enfin voilà, c'est la question que je me pose par rapport à la nécessité de... Cette nécessité, elle est arrivée quasiment tout de suite après le suicide de Julien. Je savais que je devais raconter cette histoire-là. Je le savais, c'était une obligation, un engagement vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ce qui s'était passé. Et comme je dis, j'ai mis des années avant de me livrer à cette petite reconstitution et du coup à trouver... Parce que je savais que le livre devait démarrer par le suicide de Julien. Il fallait qu'il démarre par là. C'était... l'exergue du livre 1, c'est « Je pars d'un point et je vais jusqu'au bout », qui est une exergue de John Coltrane, qui dit déjà de façon programmatique l'engagement musical, free jazz, et en même temps d'où partir. Et donc, voilà. Et tant que je n'avais pas trouvé ce moyen, j'ai vraiment buté, comme je racontais tout à l'heure, sur l'obscénité de comment parler de ça. Enfin, que chacun, je vais m'autociter, pardon, mais il y a un petit passage dans le livre où je dis ça, que chacun tente de dire ce qui est ayant été vécu et éprouvé, que chacun tente de le dire, et il verra bien. Chacun pour soi. Quoi que ce soit, il n'y a pas de valeur. Mon histoire vaut la vôtre. Il ne s'agit pas c'est pas un concours. C'est pour chacun le pire qui lui arrive et le pire qui lui arrive. Et c'est le pire dans l'absolu, pour chacun. Que ce soit un amour, un drame, une trahison, une maladie, c'est le pire. Mais essayez de mettre des mots. Et là, vous allez voir la perfidie du langage, vous verrez du sable sortir de votre bouche, vous verrez l'incroyable amertume de ce dont vous essayez de parler. Et écrire, c'est juste ça, c'est affronter la perfidie du langage, son mensonge, par définition. Parce qu'une fois que j'ai dit que Julien s'est suicidé, je n'ai strictement rien dit. Mais vraiment rien du tout, je n'ai rien restitué. Je peux me faire mousser en disant, regardez, je suis l'homme qui dit, machin s'est suicidé. Mais en fait, je n'ai rien dit. Donc il y a un engagement avec la chose, avec les individus dont je parle. Enfin, voilà. On peut avoir le sentiment que je parle de moi. Et en fait, je ne crois pas du tout. Je pars de moi. Oui. Il faut le dire, ça, oui. Je ne raconte pas ma vie. Je pars d'un point qui est moi, parce que ça me permet d'assumer tout ce que je raconte, parce que je sais de quoi je parle. Mais il ne s'agit pas de revenir à moi. Il ne s'agit pas de dire, regardez comme je suis, ceci, cela, machin. Certainement pas. Il s'agit de partir dans le monde, mais en partant d'un point fixe. Alors, je vais terminer là-dessus, parce qu'on nous prêche, j'ai l'impression. Vous vous rappelez peut-être... non, mais sur l'histoire du point de vue, moi, je trouve qu'elle est fondamentale. Il y a une affiche de Germinal, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, ce film de Berry avec Renaud, qui dit assez bien l'état de la gauche en France, d'ailleurs, quand on le regarde. Généralement, on rigole, un minimum. Bon, non, ça ne fait pas rire. Non, ok. Non, c'est vrai que c'est un peu triste, en fait. Mais donc, on le voit, et on voit donc l'affiche, elle était comme ça, dans le métro, et moi, je la voyais, et on voit une armée de mineurs en colère, ils font grève, et vraiment, ils sont là, on sent, c'est une belle image de la révolte. Et puis, à force de la voir et de passer devant, je commençais à regarder un peu mieux, et tout ça, et puis je me suis dit, mais en fait, pour voir des mineurs avancer vers soi, c'est typiquement le point de vue des flics. Et là, moi, je bascule. En fait, cette belle image de la révolte, c'est un flic qui la prend. Et là, moi, j'ai un problème. Je suis toujours dans mes problèmes éthicaux, littéraux, politico, machin truc. Je me dis, mais ça pose un problème. Alors évidemment, je me dis, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est une image. On aurait vu une armée de CRS et il y aurait marqué Germinal. Bah, ça ne le fait pas non plus, quoi. Là, évidemment, vous n'allez pas aller voir Germinal avec une armée de CRS. Elle est là, la question du point de vue. Elle est de façon très concrète. C'est un vrai... Quel point de vue occupons-nous pour parler, pour dire quelque chose, pour parler de ceci ou de cela, ou
quel point de vue occupons-nous. Voilà. Bien, mais je crois qu'on va terminer. On remercie très fort Grégoire Bouillet pour son livre Dossier M. Merci à Lydie, vraiment. Et il va aller signer des dédicaces dans le hall tout de suite, je crois.